Au niveau des licenciements, ce qui est un peu étonnant, c'est que la presse se fait l'écho, d'ailleurs pas nécessairement de licenciements, il y a aussi des gens, enfin il y a des gens qui partent de Gens leur qui plein partent gré, aussi, ouais. voilà. C'est pas nécessairement d'ailleurs des gens qui sont nécessairement dans le top management de Binance. La principale, je pense que c'est le montant des actifs détenus pour le compte de clients, qui s'élève à environ 1 milliard d'euros. Alors bien sûr, ce chiffre est fluctuant, hein, puisque ça dépend de la valorisation des actifs, mais Uniquement pour des Français, tu veux dire? ça démontre un très fort attachement des Français à Binance France. Cette procédure d'enquête préliminaire, c'est quelque chose de très largement utilisé dans le secteur financier, mais pas que. Si t'as des cryptos et si oui, lesquels, évidemment, c'était pas un conseil en investissement et voilà, ça reflète uniquement tes convictions. Si tu peux le dire. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie. Hello Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de t'avoir, d'avoir Binance France sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. J'ai l'habitude de recevoir des gens qui font des choses assez différentes, des market makers, des fonds. J'ai eu même un CEO d'exchange, à savoir celui de Bitstamp. Récemment, on a parlé un petit peu d'art, etc. Mais je pense que ça pouvait être l'occasion de revenir un petit peu sur ce que tu fais à Binance France et ce qui se passe un petit peu. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait surtout de Binance Monde, mais moins de Binance France. Et maintenant que Binance a pris un petit peu son indépendance France avec Binance France, je pense qu'il y a pas mal de sujets à discuter, surtout que ça bouge pas mal. Donc, pour commencer, déjà, j'aimerais savoir s'il y avait quelqu'un que t'aimerais voir sur la chaîne, que t'aimerais que je reçoive, quelqu'un qui te semble pertinent, intelligent, intéressant à écouter, avec qui je pourrais avoir une discussion sympa. Oui, alors je pense à quelqu'un, en fait. Qui te fait rire. Euh, euh, Je pense à quelqu'un qui a été assez précurseur dans le domaine des cryptos. C'est mon ancienne collègue à l'autorité des marchés financiers, Anne Maréchal, qui actuellement est avocate, associée au cabinet De Gaulle et Florence, et qui est spécialisée notamment sur la practice crypto, et qui accompagne plusieurs projets pour s'implanter en France, pour développer leurs activités en France. C'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de la finance traditionnelle, et qui a également très bien compris les activités crypto. Donc je pense qu'on est deux profils complémentaires, ça pourrait être intéressant pour tes auditeurs. Bah écoute, je suis totalement preneur parce que pour le coup, j'avais essayé de contacter l'AMF pour discuter un petit peu avec eux ou avoir quelqu'un, enfin un interlocuteur, et même avoir quelqu'un qui travaille là-bas. Je pense que ça peut être assez intéressant pour aussi comprendre tout simplement bah, un petit peu la mentalité, la psychologie, même l'évolution. De toute façon, je pense que tu as aussi pas mal de passifs dans ce registre-là, donc ce sera l'occasion d'en parler. Avant de commencer, d'entrer véritablement dans le vif du sujet avec Binance France, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, et même qu'est-ce que t'aimes, toi, personnellement, en dehors des cryptos, parce qu'on parle tout le temps de crypto, peut-être que t'as des passions en dehors de la crypto. Oui, oui, bien sûr. Bah alors moi, actuellement, je suis directrice générale de Binance France. Donc Binance France, vous savez, c'est le prestataire de services sur actifs numériques qui a été enregistré en mai 2022 en France. Donc Binance était la première plateforme internationale à être enregistrée en France, à avoir l'enregistrement PSAN. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est affaires juridiques, conformité, risque, contrôle interne et audit interne. Donc ça, c'est tout le périmètre finalement de l'enregistrement PSAN et notamment des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui sont le cœur de nos obligations en tant qu'établissement enregistré. Et donc j'ai contribué à créer, à développer cette équipe depuis que je suis arrivée il y a plus d'un an et demi pour développer la maturité en fait de Binance France et sa conformité aux obligations françaises, et puis aussi pour se préparer aux futures obligations de MiCA, les futures obligations européennes. Ça va arriver vite, je suppose. C'est quoi, Alors, 2024, c'est ça? ça va arriver vite. C'est fin 2024 exactement. Il y a voilà, il y a le saut, il y a l'ouverture de la possibilité d'avoir un agrément MiCA et la possibilité de bénéficier du passeport européen. Mais donc pour une grosse entreprise comme Binance, ça nécessite quand même plusieurs ajustements. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour tous les PSAN de l'écosystème crypto. C'est quand même une réglementation qui est beaucoup plus étoffée que l'enregistrement PSAN, puisque l'enregistrement PSAN, c'est une petite partie des obligations, la lutte contre le blanchiment, et avec MiCA, il y a tout un tas d'autres obligations, avoir des fonds propres supplémentaires, avoir une gouvernance qui est celle d'une institution financière, avoir respecté plein d'obligations sur la cybersécurité, la protection des investisseurs, la surveillance des marchés, etc.
Vous allez être limite régulé comme des banques. Enfin, pas tout à fait, mais en tout cas, vous allez à terme vous rapprocher de plus en plus aux régulations, en tout cas aux normes qui sont respectées par des banques, quasiment, non? Ah bah, tout à fait, parce que le modèle de l'agrément MiCA, c'est le modèle du statut d'entreprise d'investissement, qui est réglementé par la directive MiFID dans la finance traditionnelle. Donc ça, c'est une directive assez ancienne. Et en fait, c'est tout ce socle d'obligations qui est appliqué aux PSAN qui seront agréés, avec des obligations légèrement plus légères, mais en tout cas, toutes les cases sont cochées. Donc oui, ça rapprochera vraiment les PSAN du statut d'institution financière classique. Pour le coup, on te connaît maintenant comme directrice générale de Binance France, mais qu'est-ce que tu faisais exactement avant? Quel est un petit peu ton parcours, de tes débuts professionnels à juste avant Binance, pour le coup? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique pour la crypto parce que j'ai un parcours de haut fonctionnaire. Donc j'ai commencé ma carrière à la Banque de France dans les moyens de paiement. J'étais experte dans les moyens de paiement à l'époque. Ensuite j'ai rejoint la Cour des comptes comme magistrat à la Cour des comptes où j'étais déjà spécialisée dans le secteur financier. Donc j'ai contrôlé des institutions financières publiques comme la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque publique d'investissement. Et ensuite, j'ai souhaité continuer dans le secteur financier et j'ai rejoint l'autorité des marchés financiers. D'abord sur des fonctions européennes et ensuite à la direction juridique où j'ai été directrice juridique adjointe où je me suis occupée de questions réglementaires sur l'ensemble de la finance traditionnelle, des prestataires de services d'investissement, des infrastructures de marché, mais également j'ai vu naître la réglementation sur les actifs numériques, la loi Pacte et le régime des PSAN. J'ai également suivi la constitution, la création de la réglementation européenne MiCA et un autre règlement européen qui est moins connu dans la crypto, qui est le régime pilote pour les infrastructures de marché sur la blockchain, qui est finalement quelque chose qui permet à la finance traditionnelle d'aller sur la blockchain. Voilà, c'est Ok. comme ça que j'ai découvert la crypto. Ça, on en parle moins pour le coup. Je trouve ça assez intéressant. Je suppose que c'est enfin, c'est assez tôt pour en parler, mais je suppose qu'on en parlera de plus en plus dans les prochaines années. Je voulais peut-être revenir sur qu'est-ce qui t'a amené et motivé à rejoindre Binance, parce qu'au final, jusqu'à maintenant, t'as surtout travaillé dans des entités qui étaient publiques. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es passé dans le privé d'une certaine manière et que t'as été motivé à travailler chez Binance et rejoindre Binance tout simplement? Euh, alors, moi, en travaillant à l'AMF et en découvrant finalement ce secteur, j'ai eu le sentiment que la blockchain, d'une certaine manière, était l'avenir du secteur financier, parce que cette technologie permettait de faire des gains de productivité énormes dans le secteur financier. Donc, j'ai la conviction qu'à moyen terme, tout un tas de produits financiers ou de services vont basculer sur la blockchain et finalement que de nouveaux usages et également de nouveaux risques vont apparaître dans ce secteur-là. Donc, après avoir travaillé sur la réglementation, qui me paraît maintenant être assez complète au niveau français et au niveau européen, j'ai pensé qu'il serait utile d'aller dans l'écosystème pour mettre en œuvre finalement toutes ces procédures, tous ces dispositifs qui vont permettre d'accompagner l'expansion du secteur et en même temps de gérer les risques, différents risques, des risques pour lutter contre la criminalité et surtout avoir une meilleure protection des investisseurs. Et ça, toute cette structuration, toute cette institutionnalisation, on en est vraiment au début. On est au début de la structuration de ce marché et j'ai le sentiment de pouvoir apporter une valeur ajoutée là-dessus. Donc pourquoi Binance? Parce que Binance est le leader du marché des cryptos et de loin, comme tu le sais. Et donc, mais voilà, donc en matière de structuration de l'écosystème, une fois que Binance finalement a fait cet effort de conformité, il y a déjà une certaine partie des risques du secteur qui sont couverts, et il y a aussi cette dimension d'exemplarité du leader par rapport au reste de l'écosystème, qui, à mon avis, va permettre de tirer vers le haut le reste du système. Et puis surtout, au moment où je suis arrivée, il y avait clairement cette volonté publique, voilà, d'aller vers la conformité, de développer cette conformité et finalement, voilà, l'approche réglementaire de Binance. Et c'est ça qui m'a intéressée vu mon passé. Je voulais avoir un petit peu tes perspectives de l'intérieur sur les cryptos, notamment quand tu étais à la Banque de France ou même à l'AMF. Au moment où toi, tu travaillais là-bas, quelle était un petit peu leur vision des cryptos et comment cette vision, elle a évolué, tu vois? Est-ce que cette vision, elle a évolué aussi rapidement à l'AMF qu'à la Banque de France?
Quelle est un petit peu ouais ta vision de l'écosystème quand toi t'étais de l'intérieur chez ces institutions-là? Mmh. Alors malheureusement, je ne suis pas habilitée à parler au nom de l'AMF, ni de la Banque de France, ni d'aucune autorité publique, hein, puisque j'en fais plus partie, mais je peux donner ma vision que j'ai maintenant. Maintenant, ma vision, c'est que déjà au niveau des autorités françaises, il y a clairement une stratégie favorable à la compétitivité française dans le secteur des cryptoactifs. Au niveau notamment gouvernemental, donc c'est ce qui a donné lieu à la loi Pacte, et ce qui a fait encore l'objet de plusieurs prises de position de différents ministres. Voilà. J'ai le sentiment que la France a envie de se positionner comme leader en Europe et peut-être même dans le monde de ce nouveau secteur qui aura une importance stratégique pour le secteur économique, financier, et je pense pour toute l'économie française. Donc ça, cette position, elle est assez ancienne depuis la loi Pacte et elle C'est perdure quelle dans... année la loi PAC déjà? Je vais C'est te couper. 2019. Ok, ok, Voilà. ok. Après, moi, ce que je constate plus opérationnellement, c'est que les régulateurs français, donc maintenant je vois dans mes fonctions hein, avec lesquelles j'interagis, comme le reste de la place, hein, le reste des PSAN, c'est que il y a une très bonne connaissance de la part de nos régulateurs et des autorités publiques sur la blockchain, sur le fonctionnement des cryptoactifs, sur le fonctionnement de cet écosystème et même dans ses caractéristiques techniques. Ça, par rapport à d'autres juridictions, je pense que c'est un atout important de la France. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de changer, tu vois. Jusqu'à maintenant, on était un petit peu en train de râler sur la France, etc. Et j'ai l'impression que entre 2019, 2020, il y a eu un petit coup d'accélérateur, puis en 2021, et puis enfin, moi je parle de plus en plus avec des acteurs qui sont PSAN et j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de répondants, que les process sont peut-être plus rapides qu'avant, que bon après il y a toujours cet enjeu de vu qu'ils mettent des lois autour des influenceurs qui ne peuvent que communiquer par exemple via des acteurs PSAN, en tout cas d'acteurs PSAN, ça fait que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont dit, ok, ce serait peut-être bien qu'on passe pas, enfin, qu'on ait notre agrément ou notre enregistrement, en tout cas, surtout l'enregistrement. Et du coup, ça peut créer un petit peu une sorte de bouchon parce que tout le monde veut arriver et avoir son enregistrement en même temps. Mais en tout cas, moi, je pense que ça part véritablement dans la bonne direction. Je voulais revenir rapidement sur ton rôle. Du coup, tu es directrice générale chez Binance France. Quelle est la différence avec le rôle de CEO que, par exemple, David peut occuper? Alors, on a mis en place, peu après l'enregistrement de Binance France, une organisation, une gouvernance qui est celle d'une institution financière traditionnelle, hein, classique, qui permet normalement de bien gérer les risques. Donc, on a un directoire composé de 3 personnes, un président et 2 directrices générales. Donc, David Princet est président. Lui, il s'occupe essentiellement de tout ce qui est business et marketing, notamment. Moi, je m'occupe de tout ce qui est conformité, affaires réglementaires, etc., risques. Et on a une troisième personne qui s'occupe plutôt de tout ce qui est opération, business développement. Les décisions dans un directoire se prennent de manière collégiale. Donc, c'est nous 3 qui pouvons engager la société. Et ces profils un peu différents permettent d'avoir finalement une vision un peu panoramique de la manière d'agir et d'essayer de prendre des décisions au mieux. Ça, c'est pour la direction, en gros, de l'entreprise. Et au-dessus, on a créé un conseil de surveillance qui est, voilà, comme dans les institutions financières classiques, qui se réunit régulièrement et qui Un permet de board, contrôler en un soi. board, exactement. Ouais. Conseil de surveillance, conseil d'administration, board, c'est la même chose. Et ça permet, voilà, de contrôler la bonne fourniture des activités au jour le jour. Aux États-Unis, on a pas mal de discussions entre le régulateur et Binance US, et le régulateur américain, entre guillemets, attaque Binance dans le fait que, bah, en fait, Binance US n'était pas si indépendant que ça, ou en tout cas pas autant que Binance US le disait. Euh, Quelle est l'indépendance de Binance France par rapport à Binance? Est-ce que c'est ultra indépendant? Quelle est, voilà, la vision par rapport à ça? Est-ce que vous avez besoin d'être totalement indépendant ou est-ce que c'est pas le cas? Tu vois, juste pour comprendre un petit peu les liens que vous avez avec la maison mère d'une certaine manière. Alors, c'est un fonctionnement qui est assez similaire finalement à une institution financière traditionnelle. C'est-à-dire que nous, en France, on est enregistré en France et on est garant du respect des obligations réglementaires en France. Donc à ce stade, nos obligations, c'est sur un périmètre assez limité, hein, c'est les obligations de lutte contre le blanchiment. Là-dessus, nous, Binance France, on est les premiers et j'ai envie de dire les seuls responsables de ça.
Après, on a le choix de s'organiser de la manière qu'on veut, de sous-traiter à des prestataires externes, internes, etc. Mais vis-à-vis des clients français et vis-à-vis des pouvoirs publics français, c'est Binance France qui est l'entité qui fournit des services en France. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que moi, par exemple, je suis client, j'ai un souci, il y a que Binance France qui répond enfin, des actes de la plateforme et non pas Binance. Alors ça dépend parce qu'il y a des mécanismes de sous-traitance au groupe, il y a des choses qui sont mutualisées, comme dans les banques, hein. Dans les banques, voilà, par exemple, le service client, souvent c'est mutualisé et c'est voilà, c'est une seule équipe qui fait le, 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 le- le client facing, voilà, le fait de voir le client. Et après, il y a des mécanismes d'escalade en fonction de la complexité du cas. Donc c'est le même système, hein. Donc pour tout ce qui est difficulté des clients. Le canal privilégié, c'est le Customer Service, qui est un service de chat en ligne, qui est disponible 24 heures sur 24 et qui permet d'avoir les réponses le plus rapidement possible avec des équipes qui sont formées pour ça. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que la maison mère, ou en tout cas le monolithe qu'était Binance, en tout cas, n'avait pas vraiment de QG. Et là, on le voit entre guillemets, créer des sièges, créer des entreprises pour chaque juridiction, pour chaque pays. Euh, est-ce que vous allez avoir, enfin, est-ce que vous avez une juridiction genre pour toute l'Europe qui est Binance France, ou est-ce que vous avez plein de juridictions, par exemple, je sais pas, Binance Espagne, Binance Italie, etc. Et comment, quelle est la stratégie de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à chaque fois une entité par pays, ou est-ce que dans certaines régions il y aura une entité mère et puis juste dans certains pays comme la France une petite entité locale, quoi? Hmm. Alors, la stratégie de Binance en Europe, elle est assez claire depuis déjà 2 ans, hein. Depuis que Binance s'est installé en France, ça a été affiché clairement la volonté de faire de la France le hub européen des activités de Binance en France. Donc ça, c'est clair depuis 2 ans et c'est toujours la stratégie qui est poursuivie. Après, il faut distinguer ça de tout ce qui est réglementaire. Donc actuellement, Binance est enregistré en France, en Espagne, en Italie, en Suède et en Pologne. Ça, c'est parce que pour le moment, la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen, hein. Donc, il faudrait théoriquement aller s'enregistrer dans les 27 États membres de l'Union européenne pour pouvoir Un peu cibler pénible. le marché local. Donc ça, c'est pas du tout optimal et ça correspond pas à notre vision de l'Europe, hein, puisque maintenant il y a un marché unique et des passeports pour toutes les activités. Mais ça, ce passeport européen et cette capacité d'aller fournir des services dans toute l'Union européenne depuis un seul pays, ça n'entrera en vigueur que début 2025 avec le règlement MiCA. Voilà. Donc là, on est dans une situation transitoire, j'ai envie de dire qui n'est pas normale par rapport à ce qu'on sait de l'Union européenne et du marché unique, mais en 2025, on sera dans une situation de rythme de croisière et dans ces cas-là, il faudra revoir un petit peu les implantations locales et voir comment est-ce qu'on se réorganise, comme le font les banques. Mais est-ce que ça veut dire en soi que Binance France pourrait devenir Binance Europe avec pour siège Paris et donc cette entreprise gérerait toute l'Europe? Enfin, est-ce que c'est la vocation que vous avez à La, ce voca- niveau-là? la vocation, c'est très clairement de faire en sorte que Paris soit le hub européen des activités. Donc que la plupart des activités puissent être fournies d'une manière ou d'une autre en fonction des différentes cases juridiques depuis la France. Voilà. Ok. Voilà. Mais il y aura également des implantations locales. Comme vraiment, c'est assez classique, c'est comme dans le secteur bancaire. Je pense que c'était important de faire un petit rappel quand même parce que il y a eu beaucoup de changements d'un coup et je pense que même les clients, enfin, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de communication. Vous faites quand même pas mal de communication sur les réseaux, via Binance Live, etc. Donc, je pense que vous avez tendance à éclaircir de plus en plus la situation, mais on est tellement passé d'un Binance unique à, tu vois, des localités au niveau de Binance que je pense que ça a un petit peu choqué les gens. Pour revenir sur, Pour ouais, vas-y, rebondir vas-y, là-dessus, bien sûr. c'est normal, hein, parce que en fait, les réglementations sur la crypto sont en train de se développer. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, quand Binance s'est créé, la crypto n'était pas réglementée nulle part dans le monde, enfin, sauf sauf erreur, hein, mais voilà, très largement, c'était non réglementé. Petit à petit, il y a eu des réglementations qui sont apparues, et en France, on était assez précurseurs, hein. La loi est apparue en 2019, mais elle est devenue obligatoire que vraiment en 2020. Donc ça fait qu'il y a 3 ans. Et dans d'autres pays, ces réglementations sont en train de naître. Et donc c'est normal pour un secteur qui est en train de se structurer que petit à petit, ces activités bougent en fonction de la manière dont les différentes juridictions dans le monde souhaitent réguler et appréhender ces activités. Au niveau de Binance France, quels sont vos objectifs
en ce moment? Ouais, quels sont vos principaux objectifs? Et je pense que la question aussi évidente que les particuliers peuvent avoir, en tout cas moi c'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que parmi ces objectifs, il y a l'objectif de remettre les futures et est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre à court ou moyen terme? Alors, bah, le premier objectif, c'est de continuer à fournir des services à la communauté de manière optimale, quoi, hein. C'est-à-dire en ayant cette plateforme ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ayant des produits accessibles, Sans panne? et voilà, et de le fournir dans des conditions qui satisfassent nos utilisateurs. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième sur les futurs, je sais qu'il y a une forte attente là-dessus, donc on travaille dessus. Ça demande énormément d'efforts. À ce stade, ce travail n'est pas finalisé, mais voilà, Vous dès avez bon qu'on aura des espoir. nouvelles, on communiquera dessus très certainement. Le troisième axe, c'est l'éducation. Ça, c'est important. C'est un axe fort de Binance, de faire en sorte que les utilisateurs qui investissent dans les cryptoactifs connaissent le fonctionnement de la technologie, connaissent le fonctionnement des produits, connaissent les risques, s'informent. Et donc pour cela, Binance a développé une plateforme qui s'appelle Binance Academy, qui est disponible en français et sur lequel il y a près de 50 heures de contenu gratuit pour s'informer sur la crypto. Donc ça, Vous nous c'est faites de la concurrence avec Coin Academy, je voulais dire. alors, j'espère que c'est utile pour tout le monde. Enfin, voilà, Mais l'idée, c'est c'est une de dire, concurrence positive. C'est plus on- d'éducation gratuite pour tout le monde au voilà, final. c'est Donc, un écosystème, c'est une communauté, et Binance se veut un peu comme un point d'entrée dans cet écosystème et de faire grandir collectivement notre compréhension de cette technologie. Au-delà de Binance Academy, Binance France organise un Tour de France en 2023 et donc on essaye à peu près chaque mois d'aller dans une ville de province différente pour présenter à la communauté des utilisateurs, enfin plutôt pour échanger sur voilà les produits, les tendances et puis aussi se retrouver autour d'événements ludiques. Et donc ça participe aussi de cet axe éducation parce que ça permet à la communauté d'échanger entre elles. Et le quatrième axe, bah, c'est toujours le réglementaire. Donc, c'est bien mettre en œuvre les obligations qui sont les nôtres aujourd'hui et se préparer au package réglementaire qui va venir demain. je vais casser un petit peu l'ambiance, hein, mais je voulais parler un petit peu des solutions bancaires, en tout cas des partenaires bancaires que vous avez. On a vu qu'à un certain moment, il y avait des difficultés avec les virements SEPA, enfin les dépôts, les retraits, surtout les retraits de mémoire, etc. Je crois qu'il y avait une échéance au 25 septembre pour remettre en place une solution. Est-ce que tu pourrais peut-être clarifier un petit peu la situation? Parce que parfois, en tout cas, de plus en plus, on voit des partenaires qui se rétractent d'une certaine manière. On l'a vu avec de mémoire Mastercard, mais uniquement dans certaines régions. Là, on a vu quelques difficultés au niveau des partenaires bancaires. Qu'est-ce qui se passe en interne de votre côté et est-ce que vous arrivez à trouver de manière récurrente des solutions pour pallier un petit peu à tous ces soucis-là? Alors, pour le coup, ça se passe pas en interne parce que la partie fiat, justement, c'est la seule qui nécessite d'avoir des interactions avec des partenaires externes. Donc Puisque, ça, vous le maîtrisez pas. Vous êtes bah obligé de voilà, déléguer cette partie-là voilà, d'une certaine manière. exactement. La partie fiat, ça nécessite d'avoir des agréments spécifiques pour lesquels il faut être souvent soit une banque, soit un émetteur de monnaie électronique, soit un prestataire de services de paiement. Donc on est obligé de travailler avec des partenaires tiers qui vont et qui viennent, hein. Donc ça, c'est des relations commerciales entre Binance et puis un autre partenaire. Et donc, bah, ces partenariats ont pu se développer à un moment. Ils sont remis en question pour différentes raisons. Ça peut être des raisons opérationnelles, parce que finalement, ça fonctionne pas très bien au niveau opérationnel, il y a des problèmes. Ça peut être pour des raisons commerciales, parce que le partage de revenus n'est peut-être pas optimal. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que ces partenaires vont et viennent. Ce qui est important de savoir, c'est que donc du coup, en France, le partenariat avec notre principal partenaire Fiat va être terminé prochainement, mais on est en discussion avec d'autres partenaires. Pour l'instant, rien ne peut être officialisé, mais on espère que ça pourrait être fait rapidement pour qu'il y ait de nouveau ce qu'on appelle ce Fiat on-ramp off-ramp, qui est un peu la partie, c'est comme son nom l'indique, c'est la rampe pour pouvoir rentrer sur l'exchange crypto en fiat. Voilà. Mais entre-temps, mais indépendamment de ça, la partie crypto, l'exchange crypto, continue de fonctionner comme avant. Est-ce que vous avez le droit légalement de faire le travail de ces prestataires-là à terme en étant
émetteurs de monnaie électronique, enfin, en tout cas en ayant les licences ou une technologie régulée de cette manière-là, ou est-ce que vous êtes légalement obligé d'externaliser ça d'une certaine manière? Non, on n'est pas légalement obligé d'externaliser. Par contre, si on fait cette partie paiement, il faut avoir les agréments nécessaires. Donc, il faut avoir un agrément soit d'émetteur de monnaie électronique, soit de prestataire de services de paiement, PSP, soit un agrément bancaire. Voilà. À ce stade, Binance France, nous, on n'a qu'un enregistrement de PSAN et ce statut-là ne permet pas de faire toute la partie paiement. Pour enchaîner aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont belges, il y a eu une suspension des services en Belgique. J'ai cru comprendre que hier, c'est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que c'est revenu pour de bon? Alors oui, normalement c'est revenu pour de bon, c'est-à-dire que les utilisateurs existants peuvent continuer d'utiliser les services de la plateforme et les nouveaux utilisateurs peuvent également s'enregistrer. Donc voilà, normalement le service est rétabli, hein, donc j'espère que tout se passera bien. Ne me prenez pas au mot s'il y a des problèmes opérationnels. Des fois, vous savez, avec les migrations, des fois, quand on coupe des services, qu'on les réintroduit, il y a toujours un peu des petits cafouillages. De toute J'espère façon, que je ce suppose sera que vous pas le êtes cas. jamais content de couper un service. J'espère que ce sera pas le cas. Ouais, en tout cas, voilà, je souhaite que ces utilisateurs puissent de nouveau accéder au service dans des conditions optimales. Tu disais juste avant que, au final, le on-off ramp, des fois, vous pouviez avoir des soucis, ou en tout cas d'un point de vue fiat. Et je me demandais, enfin, du coup, est-ce que la partie trading est totalement safe d'une certaine manière, dans le sens où, jusqu'à maintenant, on a vu que vous utilisiez énormément le BUSD, et je crois qu'on vous a interdit d'émettre de nouveaux BUSD, et au final, le BUSD va avoir tendance à disparaître à terme, de ce que j'ai pu lire, donc remplacé derrière par le FDUSD. Qu'est-ce qui s'est passé avec le BUSD, et en quoi... Enfin, et est-ce que le FDUSD est une véritable solution ou est-ce qu'il pourrait arriver la même chose au FDUSD? Mm. Ça, honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question, hein. Normalement, c'est pas le cas. C'est très Ça pointu, dépend. désolé, Voilà, c'est international, donc, mais... c'est un peu compliqué parce que ces émissions reposent également sur des partenaires. Parce que tout ce qui est stablecoin, il y a une réserve en fiat et cette réserve en fiat est déposée auprès de partenaires bancaires. Là aussi, donc on repose sur des prestataires tiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les utilisateurs, il y a une liste de stablecoins qui est disponible sur Binance et qui peuvent utiliser. Voilà. Donc, ça reste un élément important dans la gestion de la trésorerie, dans la gestion des actifs. Et ces stablecoins qui sont listés sur Binance, ils sont ouverts et ils peuvent être utilisés. Voilà. Après, si les utilisateurs préfèrent basculer en crypto, c'est leur libre choix. Enfin, de manière, enfin, en crypto pure, hein, pas en stablecoin. Mais il y a toujours une offre de stablecoin qui est assez large sur la plateforme. Pour revenir un petit peu sur ce bear market qui maintenant se fait un petit peu long, je pense pour tous, quels impacts ça a eu concrètement sur vous, que ce soit en France à l'international? J'ai pu lire qu'il y avait des licenciements au niveau de Binance, en tout cas mondialement. On a Sisi de l'autre côté qui nous dit 4. Est-ce que c'est que du FUD ou est-ce qu'il y a réellement des choses? Voilà, comment ça se passe de votre côté le bear market? Est-ce que ça a de si gros impacts que ça ou est-ce que vous arrivez à quand même à bien vous en sortir? Et est-ce qu'il y a des axes de développement qui vous permettent de mieux vous en sortir que d'autres plateformes, par exemple? Bah, nous, au niveau du bear market, c'est sûr, comme tous les acteurs crypto, ça a impacté nécessairement les activités. Néanmoins, c'est une situation tout à fait supportable. Au niveau des licenciements, ce qui est un peu étonnant, c'est que la presse se fait l'écho. D'ailleurs, pas nécessairement de licenciement. Il y a aussi des gens, enfin, il y a des gens qui partent de leur Qui plein partent gré, aussi, ouais. voilà. Ouais. C'est pas nécessairement d'ailleurs des gens qui sont nécessairement dans le top management de Binance. Donc ça, c'est très bien couvert médiatiquement. Par contre, les arrivées ne sont pas du tout couvertes. Donc je tiens à dire que pour les gens qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Donc maintenant, on essaie d'être proactif et de faire des communiqués de presse quand les gens arrivent. Donc je mentionne là par exemple 2 personnes qui sont arrivées dans le top management du groupe Binance. Eleanor Hughes, qui est la nouvelle directrice juridique groupe, et Kristen Hecht, qui est la nouvelle directrice conformité adjointe du groupe, qui sont de très beaux profils. Et également très récemment, Rachel Conlan, qui est directrice marketing groupe. Donc voilà, je tiens à le mentionner, il y a des arrivées, il Mais n'y a pas c'est que bien des de... départs. Je ne sais pas pourquoi la presse ne fait que l'écho de ça.
Mais écoute, moi, nous, on essaye de relayer, en tout cas avec mon média, avec Coin Academy, on essaye de relayer un maximum ce qu'on voit. Je pense qu'il y a des trucs qu'on a évidemment dû louper. Moi, je t'avoue que ce que j'ai trouvé un petit peu anxiogène, c'est que on a vu quand même pas mal de départs au niveau de Binance US, et puis après certains C-level, ou en tout cas top level dans d'autres branches, d'autres filiales. Et ça, moi, d'un point de vue, par exemple, utilisateur, moi, enfin, j'ai trouvé ça assez anxiogène, tu vois, vu de l'extérieur. Du coup, nous, on n'a pas assez communiqué, et c'est aussi pour ça que je prends la parole en ce moment, c'est qu'au niveau de Binance France, les effectifs n'ont fait que croître. Depuis l'enregistrement, les effectifs n'ont fait que croître, et on a encore des plans de recrutement pour développer nos activités en France, qui est en lien avec la stratégie de développer le hub européen en France. Donc, moi, ce que je vois à mon niveau, c'est exactement le contraire. Et les gens chez Binance France, les salariés, sont contents d'être là et ne partent pas. Voilà. Donc je veux Est-ce que pas tu as faire des le chiffres à pôle le plus partager? crispé dans le groupe, mais en tout cas, chez nous, les effectifs croissent chez Binance France et il n'y a pas de départ autre que des départs normaux de turnover parce que les gens ont peut-être trouvé d'autres opportunités ailleurs. Et est-ce que tu peux peut-être revenir sur des chiffres peut-être qui pourraient souligner ça? En plus de ça, vous aviez publié récemment un Mhm. bilan comptable de ce qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir rapidement dessus? Parce que je pense que tout le monde n'en a pas entendu parler. Et je pense que ça peut être bien aussi de donner une certaine vision sur la santé financière aussi de la filiale France, d'une certaine manière. Oui, très bien. Alors, donc nous, on a publié les comptes de Binance France donc en juin dernier. Ces comptes ont été audités par un commissaire aux comptes qui a fait une revue de près de 6 mois sur les états financiers, également sur des aspects de cybersécurité et de conformité LCBFT. Donc voilà, on a une assurance raisonnable sur ces comptes qui ont été validés. Je pense que les grandes masses, la principale, je pense que c'est le montant des actifs détenus pour le compte de clients, qui s'élève à environ 1 milliard d'euros. Alors bien sûr, ce chiffre est fluctuant, puisque ça dépend de la valorisation des actifs, mais Uniquement pour des Français, tu veux dire? ça démontre un très fort attachement des Français à Binance France. On sait par ailleurs que parmi les Français qui ont acquis des cryptos, 39% sont passés par Binance France pour les acquérir. C'est la première plateforme en termes d'acquisition de cryptos en France. Et ça, c'était les résultats d'un sondage C'est KPMG énorme. Agent, qui essayait de voir quelles étaient voilà les techniques d'acquisition principales. Donc il y a voilà, ce qu'on peut dire c'est que les Français aiment Binance France parce qu'ils utilisent très largement ce service et nous on le voit également dans le Tour de France, dans les différentes étapes, tous ces utilisateurs viennent nous voir. Donc ça, la première partie, donc c'est les actifs détenus pour le compte de clients. Et les deuxièmes, c'est sur les projections financières. Donc là, on anticipe pour l'année prochaine une année excédentaire, malgré le bear market. Donc ça, c'est très positif, puisque ça montre que nos activités en France sont bien implantées et finalement que notre équilibre financier est soutenable et durable. Et ça, c'est très important pour pouvoir consolider notre implantation en France. Je te pose une dernière question, peut-être à connotation un petit peu plus pessimiste, négative, et après on enchaînera sur des choses un peu plus positives. J'espère. Euh, désolé de peut-être insister sur ces points-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se posent ces questions-là en ce moment. Et je pense que c'est bien aussi que, justement, toi, comme tu l'expliquais juste avant, tu t'expliques un petit peu ça aux personnes qui nous regardent, parce que, voilà, de l'extérieur, il y a pas mal de choses qui étaient anxiogènes. Notamment, tu vois, on a eu l'enquête sur Binance France avec, enfin, selon les informations du journal Le Monde, on avait vu justement qu'il y avait eu une enquête sur Binance France, ou je sais pas s'il y avait une perquisition ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits et qu'est-ce que tu peux dire sur ça exactement? Mm. Alors, ben, ça, c'est une enquête effectivement qui est diligentée par des services de l'État pour, voilà, c'est préliminaire, c'est-à-dire c'est une enquête pour voir si éventuellement il y a peut-être des obligations qui ne sont pas respectées. Cette procédure d'enquête préliminaire, c'est quelque chose de très largement utilisé dans le secteur financier, mais pas que. Donc, Donc c'est pas anormal, c'est ça que tu veux c'est dire? absolument pas anormal. Ça fait un petit peu peur comme ça.
Mais Comment ça a été communiqué publiquement? Je pense que tous les médias ont été un peu alarmistes sur ça et je pense que je le pense, parce qu'il faut quand même préciser la procédure en France. Donc, en France, ce sont des enquêtes préliminaires qui regardent si éventuellement il y a un problème ou pas. Ça, ces enquêtes prennent énormément de temps. Ça peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend. D'accord? Toutes les banques de la place ont déjà eu des procédures comme ça, et un certain nombre d'entre elles ont même eu des perquisitions sur place. Très récemment, notamment 5 banques de la place ont eu une perquisition conjointe dans le cadre des dossiers Cum Cum-Ex, qui sont des suspicions de fraude fiscale. Voilà. Ces mécanismes permettent de réunir des preuves pour éventuellement voir s'il y a matière à engager des poursuites. Donc à ce stade, c'est quelque chose de normal. C'est, j'ai envie de dire, la vie normale des affaires, parce que ça se passe ailleurs comme ça dans le secteur Surtout quand t'es financier. un gros acteur. Et surtout quand tu es un gros acteur, et surtout quand tu es régulé. Parce que le propre de la régulation, c'est de se dire, on autorise, on donne un statut à des acteurs, on leur donne des obligations qu'elles doivent respecter, et ensuite on vient les contrôler. Donc c'est même assez normal comme processus, parce que donner des enregistrements, imposer des obligations qui seraient jamais contrôlées, bah, ça équivaut à donner un coup de tampon qui n'a aucune valeur pour qui que ce soit. Donc ça, ce processus de contrôle, c'est un processus normal, et d'après moi, c'est un processus qui va se généraliser, puisque, comme je te disais, la réglementation française est entrée en vigueur finalement en 2020, donc on a eu depuis 3 ans beaucoup d'enregistrements, et là il y a une centaine de PSAN enregistrés. Bah là va commencer la période où il va y avoir des contrôles des régulateurs, des contrôles des autorités judiciaires, des contrôles des services administratifs, voilà, de tout un tas de services de l'État. Et voilà, il faut pas être alarmiste. Ce fonctionnement, c'est celui qui est en vigueur dans la finance traditionnelle. Ça fonctionne comme ça, et c'est comme ça que les services de l'État doivent faire leur travail. Voilà. De toute façon, je pense que vous êtes, enfin, des acteurs aussi gros qui montent pas de blanche en France, il n'y en a pas 10 000. Donc, Bah, moi, ce que je dis, c'est enfin, qu'on a en tout beaucoup de cas, chance. qui avance dans cette direction-là, quoi. Parce qu'au final, il y a quoi? Il y a Bitstamp, il y a quelques acteurs qui sont natifs français comme Coinhouse, peut-être Paymium. Et puis après, dans les gros qui ont des grosses parts de marché après vous, euh, pas 10 000 PSAN, quoi. Exactement. Donc, Moi, je trouve qu'on est plutôt chanceux, hein, d'avoir finalement un des leaders d'un marché de la tech qui veuille s'implanter en France et faire de la France son hub européen. Effectivement, je pense qu'on n'a pas énormément d'exemples en tête. on parle jusqu'à maintenant de choses qui avaient peut-être des connotations négatives, comme je te le disais. Est-ce que tu as peut-être des éléments plus positifs à nous partager? Qu'est-ce qui, toi, te rend enthousiaste en ce moment, peut-être sur le marché crypto au sens large ou même sur Binance? Bah, moi, ce qui me rend enthousiaste, c'est finalement de voir que les activités se développent et que on se prépare, on investit pour la prochaine phase de développement du marché. Donc là, comme tu dis, on est en bear market, ça se prolonge, mais c'est une phase d'investissement. Donc au niveau réglementaire, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc c'est une phase d'investissement parce qu'on a recruté énormément des profils qui viennent très souvent de la finance traditionnelle. Donc soit des banques, soit des cabinets de conseil, soit des cabinets d'avocats, en tout cas dans mon périmètre, hein, qui est plutôt l'expert réglementaire, et qui viennent avec leurs connaissances, finalement appliquer ça à la crypto, et avec leur motivation, faire les adaptations qui sont nécessaires. Donc ça, c'est très important. Et puis on est en train de mettre en place tous les processus pour être prêt quand le bull market reprendra, pour pouvoir développer ces activités dans le meilleur cadre réglementaire pour les investisseurs. Donc ça, pour moi, c'est positif. C'est pas simple de scaler parce que moi j'ai été un des premiers utilisateurs Binance. J'étais encore sur j'étais sur le site quand le site était encore en chinois, pour te dire, qui n'était pas traduit. On allait acheter du Néo de mémoire et du gaz. En bref. Mais ouais, je me souviens qu'à l'époque, au moment où il y a eu un gros boom, tu passes d'acteurs quasiment inconnus à acteurs qui a des millions d'utilisateurs où tu dois tous les KYC d'un coup. C'est c'est un peu violent. Et je suppose que c'est un peu la vie aussi d'une entreprise qui explose du jour au lendemain, quoi. Enfin, c'est... Complètement. Je pense qu'il faut voir le chemin qui est parcouru. Donc déjà, Binance, effectivement, c'est un géant, mais c'est un géant qui a 6 ans d'existence et qui, en 6 mois, est devenu le leader du marché et qui a maintenant 150 millions d'utilisateurs.
et qui s'est créé, bah, effectivement, autour quand même d'une équipe, je pense plutôt de gens tech, quoi, hein, qui étaient attirés par l'aspect technologique, informatique, des développeurs, et qui, au fur et à mesure que la réglementation s'est développée, a dû basculer d'un univers tech vers un univers financier. Et ça, cette mutation, elle est en train de se faire. Et être parti à ça, bah, c'est extrêmement enthousiasmant parce que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Ce que fait toute l'équipe ici, ça donne C'est énormément un de sens. impact. Bah, ça a énormément d'impact parce qu'au final, on se dit que tout ça, in fine, c'est bénéfique à qui? Ça sera bénéfique à l'investisseur parce qu'il pourra continuer à utiliser les services dans un cadre qui est celui sécurisant de la réglementation financière. Donc c'est très positif. Est-ce qu'il y a peut-être de l'alpha ou des petits leaks que tu peux nous donner, je sais pas, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services sur le point de se lancer sur Binance France, ou est-ce que Non, malheureusement, j'aurais essayé, écoutez, non, non, j'aurais mais tenté dès ma qu'il y a quelque chose chance. qui se lance, bien sûr, les utilisateurs sont les premiers prévenus. J'aimerais avoir ton opinion personnelle, pas forcément en tant que directrice générale de Binance France, mais plutôt en tant que toi, Stéphanie. Quel œil toi tu as sur, enfin, quelle vision tu as sur la régulation américaine, sur ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que tu penses que les acteurs crypto entre guillemets vont gagner contre la SEC? À quoi on peut s'attendre et ouais, qu'est-ce que toi t'en penses avec ton œil, bah, un petit peu experte en termes de régulation que t'as pu avoir, enfin, avec l'AMF dans le passé, avec la Banque de France et même aujourd'hui chez Binance. Ouais, c'est difficile de s'exprimer là-dessus parce que c'est pas un environnement qu'on connaît, c'est pas notre environnement. Nous en Europe, on a adopté une approche qui est complètement différente. En Europe, finalement assez tôt, on a identifié les activités crypto comme des activités différentes et d'ailleurs on leur a donné une nouvelle catégorie juridique. La catégorie, enfin, la définition d'actifs numériques dans la loi française, c'est une définition ad hoc pour définir ce que c'est que les cryptos. Et à partir de ça, on a défini un statut particulier, qui est celui de PSAN, avec des obligations particulières. Et on a fait finalement ça de manière très précoce, avant même que ce phénomène se développe et devienne une Moi, ça m'a activité étonné. systémique. Je- Bah, après, je pense que c'est quand même un peu lié à notre appétence au risque en Europe, qui est, je pense, assez limitée. On aime bien quand même avoir la maîtrise de ce qui se passe chez nous et pouvoir mettre des cases et et des obligations sur chaque activité pour gérer les risques, pour pas qu'une activité se développe et de manière incontrôlée. Donc moi, ça m'étonne pas trop en termes d'approche. La grande valeur ajoutée de ça, c'est que ça apporte énormément de clarté. Et je pense que c'est aussi pour ça que Binance s'est implanté en France de manière très précoce. C'est qu'à un moment, en Tu peux te projeter. 2021, voilà, où c'était pas régulé partout dans le monde, où c'était en cours d'être régulé et où finalement, enfin voilà, j'imagine, hein, ces acteurs ne savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés. Le fait d'avoir une réglementation claire et de pouvoir faire des investissements dans la durée dans un pays, c'est absolument capital sur les choix d'investissement. Donc pour la compétitivité, c'est extrêmement important. Et ça, c'est grâce à l'approche qu'on a eue qui, à mon avis, à ce stade, est plutôt la bonne. Alors, par contre, maintenant, il faut qu'on puisse passer à la deuxième vitesse. Parce qu'on a tout le cadre juridique, on a toutes les obligations, on peut faire les investissements. Par contre, ce sont de gros investissements. Il faut quand même avoir ça en tête, hein. Tout le paquet MiCA, tous les développements qu'il va falloir faire, la compliance et tout, ce sont de gros investissements. Donc, pour que les acteurs puissent les faire, il faut que les autorités maintenant puissent délivrer Les des autorise. agréments, voilà, les autorisent pour que les acteurs puissent commencer à faire des dépenses et structurer tout ça. Donc là, pour moi, dans les 6 prochains mois, ça va être le moment où on va basculer, où on va pouvoir démontrer est-ce que finalement tout ça, c'est que du papier, c'est que de la loi, c'est que des textes, ou est-ce qu'on arrive à démontrer qu'on arrive à attirer les activités et les Et passe garder à l'action. en France et en Europe? Exactement. Est-ce qu'on arrive à faire du business et à démontrer qu'on peut le faire? Et ben, on verra dans 6 mois, mais j'espère que ce sera le cas. Faudrait peut-être expliquer cette vision à Gary Gensler, parce qu'il a l'air un petit peu sceptique. Ça, c'est l'approche européenne. Pour clôturer cette interview, je me demandais si t'étais un coiner ou une coineuse, je sais pas comment on dit, si t'as des cryptos et si oui, lesquels. Évidemment, c'était pas un conseil en investissement et voilà, ça reflète uniquement tes convictions. Si tu peux le dire.
Ouais, alors non, j'ai des cryptos, j'ai des cryptos, mais je ne vais certainement pas vous recommander dans lesquels investir. Et merde. Bon, au moins, t'as des cryptos, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'écosystème crypto qui n'ont pas nécessairement de crypto, et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, Oui, alors ça, je pense quand même pour être légitime pour pouvoir parler de ces sujets, c'est quand même bien d'avoir essayé. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu prennes justement le temps de parler de tout ça avec moi et avec les personnes qui nous regardent. Je te laisse le plaisir du mot de la fin. Peut-être quelque chose à partager aux personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette interview. Eh ben, merci de m'avoir écouté, déjà. Et voilà, en tout cas, nous, ici chez Binance France, on est tous dédiés à la cause. On travaille jour et nuit, enfin peut-être pas la nuit quand même, à faire en sorte que on puisse développer ces activités en France, en Europe, et que nos utilisateurs soient satisfaits du résultat. On reste disponible pour toutes ces questions. On a envie d'aller vers les utilisateurs et de montrer plus de transparence, de montrer tout ce qu'on fait en France qui n'a pas forcément été mis en valeur jusqu'à présent. Et donc, on va essayer d'être plus présent dans les médias, dans les blogs, dans les webinaires. Et j'espère que ce sera pour le mieux. Merci à toi. Passez une bonne journée. Tchuss. Merci.